Maigre pêche aujourd'hui. En plus, il a plu tout le week-end, donc comme le stockage est en extérieur, ça a bien tout mouillé. Mais bon, sachant qu'un bien électrique ou électronique mouillé, s'il n'est pas sous tension, tiens, voilà mon copain qui vient m'aider pour le tri. C'est pas très grave, il suffit de tout bien laisser sécher, nettoyer pour éviter que ça oxyde et ça marche bien. Mais bon, j'ai quand même ramené ça, c'est pas extraordinaire. Le scanner à plat Epson, on va voir si ça fonctionne, parce que j'ai quelqu'un qui en a besoin, qui m'a demandé. Les adaptateurs, c'est du Sony et puis un autre pour un mini aspirateur de salon. Le radio réveil, c'est plus pour l'emballage qu'autre chose parce que je fabrique des horloges parlantes, donc c'est un bon boîtier. Ça c'est juste de la récup de boîtier. Et puis le bloc Epson, imprimante, scanner, tout ça, c'est juste pour récupérer une prise USB carrée, enfin d'imprimante. Et aussi, j'en profiterai cette semaine pour vous raconter une petite histoire d'obsolescence programmée. Donc c'est pas terrible, mais ça fera le coup, et puis on va voir tout ça. Rapidement, le scanner Epson, c'est un Epson Perfection V30. Il a ça d'intéressant, c'est que les drivers sont toujours accessibles et disponibles sur le net pour Windows 7 et au-delà. Par contre, l'alimentation, c'est du 13V5 avec un embout un peu spécial, que bien entendu, malgré mes 3 caisses d'adaptateurs, je n'ai pas. Donc mise en hibernation, en attente, je vais bien finir par en trouver un qui fonctionnera un jour. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'était le radio réveil. Donc le radio réveil, j'ai viré toute l'électronique ancienne qui de toute façon s'était cassée, ça ne marchait pas. Mais pour faire quoi, me direz-vous? Pour faire ça, j'en ai parlé, c'est donc ça c'est un ancien radio réveil qui a la particularité. C'est ma voix, ben oui, puisque c'est moi qui l'ai fait. En fait, c'est une horloge parlante. Le truc qui est rigolo, c'est de pouvoir choisir ces bruits. Là, c'est une poule. Alors, je vous explique pas quand il est midi et que ça fait 12 fois la poule. Enfin, bon. Donc ça, si ça en intéresse certains ou certaines, allez sur mon site internet, il y a toute l'explication. C'est à base d'Arduino, il n'y en a pas pour cher. Et c'est assez fun. Compte tenu de la pauvreté de la pêche de ce jour, pauvreté liée à la pluie qui est tombée et au fait que des fois il y a des produits, des fois il n'y en a pas. Donc compte tenu de cette pauvreté, je vais profiter de cet épisode pour aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'obsolescence programmée. La première des choses, c'est de tomber d'accord sur une définition d'obsolescence programmée. Il ne faudrait surtout pas confondre le défaut de conception et l'obsolescence programmée. En fait, rapidement, le défaut de conception, c'est un bureau d'études qui sur ordre ou par légèreté ou incompétence, réalise un produit qui, au bout d'un certain temps, tombe en panne de manière fréquente, récurrente, sur l'ensemble de la série, peu importe, mais ça c'est un défaut de conception. L'obsolescence programmée, c'est autre chose. L'obsolescence programmée, ça consiste en fait, au moment de la conception du produit, d'intégrer une durée de vie maîtrisée, contrôlée, dans un certain nombre d'objectifs. Le premier et le principal étant, bien entendu, de faire en sorte que le client rachètera un nouvel appareil au bout d'un certain temps. Le deuxième élément de l'obsolescence programmée, c'est finalement ne pas détruire ou faire en sorte que l'appareil en tant que tel ne fonctionne pas, mais de limiter l'usage au travers de consommables. C'est-à-dire que le consommable va être fait de telle manière qu'on est obligé de le remplacer très souvent. Et là,
on touche au scandale habituel, maintenant bien public, qui a donné lieu à un certain nombre de condamnations, qui est celui des imprimantes, par le lobby des fabricants des imprimantes. Aujourd'hui, c'est ce que je vais regarder au travers de deux exemples que j'ai rencontrés. Il y a plein de documentation là-dessus. Mais là c'est moi en direct, hein, c'est pas le beau-frère de la concierge de la copine de ma cousine, c'est vraiment en direct. Je souhaitais les partager avec vous. En ce qui concerne les imprimantes, donc, je ne dirais pas que tout a commencé, mais une bonne partie de l'histoire a commencé avec un coup marketing de génie, si on peut dire, de Hewlett-Packard, HP, dans les années 80, avec les premières imprimantes à jet d'encre. En fait, leur concept a été simple, c'était finalement, nous, on est fabricant de cartouches d'encre, on n'est pas fabricant d'imprimante, donc l'imprimante va être le moyen et le support de consommer et de vendre des cartouches d'encre. Ce qui fait que l'imprimante en tant que telle est vendue au mieux à prix coûtant, plus vraisemblablement à des prix en dessous du prix de revient. Mais bon, peu importe. Par contre, les cartouches, elles, sont le moteur du profit du fabricant, et tout est bon pour faire en sorte qu'on en achète le plus possible. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce dont on parle, là j'ai une petite cartouche, bon, c'est une Epson, je dirais que ça pourrait être n'importe quelle marque puisque le concept s'applique à tous les fabricants d'imprimantes. Cette cartouche, c'est juste une cartouche, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de tête d'impression, il y a juste une cartouche et puis l'emballage. Ça contient 5,5 millilitres d'encre. Ça vaut 14 €. Je ne sortez pas vos calculettes, j'ai fait le calcul pour vous. Le litre d'encre se vend à 2500 €. Vous imaginez, 2500 €, ça dépasse l'entendement. Le problème, c'est que c'est bien emballé, donc on se dit, ah bah tiens, c'est un truc. 5,5 millilitres. 5,5 millilitres, si on imprime des feuilles de couleur, je pense qu'on doit faire une centaine d'impressions à peu près. Enfin bon, voilà de quoi on parle. 2500 € le litre. Le premier exemple de pousse à la consommation d'encre est relativement simple. Sous prétexte que la tête d'impression proprement dite, les buses, en jet d'encre, ont besoin d'être purgées, avec des cycles variables, après chaque allumage, après chaque dizaine d'impressions, enfin ça c'est réglé par programme. L'imprimante va purger et donc nettoyer la tête de lecture. Comment elle va faire? Elle va simplement prendre les encres les unes après les autres, bien sûr, et envoyer un petit peu d'encre sous pression de façon à nettoyer les buses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si vous passez votre temps à allumer et éteindre votre imprimante, si on va dans l'extrême, on peut très bien imaginer qu'avec une cartouche, vous allez faire 10 impressions, puisque tout le reste sera gaspillé. La proportion d'encre qui est éjectée est importante. Ce qui veut dire que, voilà, d'un moment vous n'avez plus d'encre, qu'est-ce que vous faites? Vous rachetez des cartouches. Une deuxième astuce, qui pour le coup est vraiment proprement scandaleuse, ça m'est arrivé sur une Canon, je crois, mais là encore, ça pourrait être vrai pour n'importe quel fabricant. C'est un ami qui me donne une imprimante, il me dit écoute, j'en ai marre, voilà, je ne veux plus acheter de cartouches, moi j'imprime qu'en noir et elle est bloquée. Bon. Ça, j'en vois certains au fond de la salle qui disent ah, ça me rappelle quelque chose. Et bien tout simplement, pour le même principe que le nettoyage des buses tout à l'heure, mon ami qui avait mis les 4 cartouches, 3 couleurs et une noire dans son imprimante, n'utilisant que le noir, s'est retrouvé avec une des cartouches couleurs vide. Le magenta. Alors ça c'est très drôle parce que j'en parle un petit peu autour de moi. Le nombre de personnes à qui ça arrive, comme par hasard, c'est toujours la magenta. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est la magenta qui tombe en panne. Et le logiciel
de gestion de l'imprimante, le coquin, décide que si une des cartouches d'encre couleur manque, l'imprimante ne peut plus imprimer du tout, y compris le noir, pour lequel il y a une cartouche avec de l'encre. Là, on est vraiment dans le summum de l'abus, parce que vous voulez imprimer au noir, vous avez une imprimante qui fonctionne, mais non, le système a décidé de consommer de l'encre de couleur, vous n'avez plus d'encre de couleur, si vous voulez imprimer au noir, il faut acheter des cartouches d'encre de couleur. Ça, c'est du racket. Il n'y a pas d'autre mot, c'est du racket. C'est absolument scandaleux. Alors, j'ai fouiné pas mal, y compris sur le darknet, sur les trucs russes, les hackers, les machins et tout ça, pour voir s'il était possible de contourner en fait ce contrôle au niveau de l'imprimante pour la libérer et puis imprimer au noir. Et bien figurez-vous que je n'ai pas trouvé. Alors, bon, c'est vrai que l'enjeu pour des hackers de haut vol est suffisamment minime pour qu'ils n'y passent pas plus de temps que ça, mais non, on ne peut pas transformer, flasher. Alors, après, on peut souder, changer des composants, mais ça devient complètement ridicule. Donc, voilà un très très bon exemple, délibéré. Alors, c'est pas vraiment de l'obsolescence programmée en tant que telle, mais c'est de vieillir prématurément un des composants de façon à vous conduire et vous pousser à en acheter un autre. Après, les pratiques abusives des fabricants, j'oserais le mot cartel, même si c'est toujours un peu dangereux, mais que ce soit Canon, Epson, Brother, HP surtout, ils ont tous les mêmes pratiques. Donc, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, ce qui prouve bien que c'est un paradigme bien établi. Donc après avoir couvert le scandale de l'encre, je m'intéressais un peu plus vraiment à l'obsolescence programmée sur les imprimantes. Là, je prendrai juste deux exemples. Le premier exemple, ça rejoint d'ailleurs un peu les encres, c'est le fait que le petit nettoyage des têtes dont je parlais tout à l'heure, il faut bien que ça aille quelque part. Donc le quelque part, ça c'est une Epson, enfin ce qu'il en reste, ça va dans un petit réceptacle en mousse qui va venir absorber l'encre qui a été éjectée. Et ben figurez-vous qu'au bout d'un moment, alors forcément ça s'évacue pas, donc ça reste, ça se cumule, et au bout d'un moment, ce petit réceptacle il se remplit. L'imprimante, dans la plupart des cas, est capable de le savoir. Et quand le petit réceptacle est rempli, elle dit ça marche plus. Voilà. Et ça marche plus, donc elle vient ordonner à l'imprimante de faire harakiri et de s'arrêter de fonctionner. Alors que dans la plupart des cas, c'est juste un truc qui pourrait peut-être pas se nettoyer, parce que c'est quand même très très coloré, mais se changer, c'est une petite mousse. Donc on pourrait changer le réceptacle comme un filtre sur un aspirateur. Là, non. C'est en général assez peu accessible, c'est surtout pas disponible en tant que pièce de rechange, donc ça flingue l'imprimante. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter une nouvelle imprimante. Le deuxième exemple est beaucoup plus vicieux. Enfin, celui-là est déjà pas mal, mais le deuxième exemple est quand même très très vicieux. J'ai ma voisine qui un jour me donne une imprimante laser couleur, Epson encore je crois d'ailleurs, et qui me dit écoute, elle marche pas, voilà. Je regarde, en fait le four, c'était une laser, hein, donc le four de préchauffage était déficient. J'achète un four de préchauffage, je monte le four de préchauffage, je branche, j'imprime, ça marche. Génial. Ça marche à peu près 10 à 15 feuilles. Au bout de 10 à 15 feuilles, j'ai bourrage papier. Et là encore, je vois les mêmes que tout à l'heure au fond de la classe qui se disent « Oh, bourrage papier, ça me dit quelque chose, j'ai déjà eu ça. » Alors de fait, je l'ai eu sur un bloc scanner, imprimante, HP, bourrage papier. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Alors un bourrage papier, ça peut arriver. Ça peut être une feuille qui se coince, ça peut être un bout de feuille qui se coincer, ça peut être de la poussière qui se met sur un capteur. Je répète, c'est bourré de capteurs et d'électronique, donc ça peut arriver. Le truc qu'il y a, c'est que sur cette imprimante laser Epson,
je regarde là où il y a des capteurs visibles, absolument rien. Donc je me dis, bon allez, laisse tomber, de toute façon, je n'y arrive pas. Je commence à la démonter parce que c'est ma curiosité technologique habituelle qui fait que quand j'ai un truc, j'aime bien le démonter pour voir comment c'est pensé. Et je passe, alors déjà, je récupère une dizaine de moteurs, et je n'exagère pas, une dizaine de moteurs, des pas à pas, des moteurs tout simples, enfin vraiment, des capteurs en veux-tu en voilà, des capteurs optiques, des capteurs de pression, des micro-switch, des kilomètres de câbles. Je répète, c'était une laser couleur, hein, c'était le genre de machin, enfin le gros truc, quoi. Et au bout de 40 minutes de démontage, je tombe sur ça. Vous avez la photo pour voir un peu plus de quoi il s'agit. Je tombe là-dessus et je dis, mon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que franchement, moins accessible, il n'y a pas. C'était vraiment, il fallait démonter les 9 dixièmes de l'imprimante pour accéder à ce tout petit circuit sur lequel il y a écrit AAA, 2 EPROM. Tiens donc, 2 EPROM. Alors, une 2 EPROM, c'est une mémoire que l'on peut, dans laquelle on peut écrire et lire, mais surtout qui reste mémorisée même quand on débranche. Et donc je commence à creuser. Là c'est pareil, les sites étrangers, d'origine parfois douteuse, et je vois que c'est simplement sur cette petite carte-là qu'est stocké le nombre de copies. Alors déjà, il faut qu'on m'explique un truc. En soi, c'est pas dramatique que l'imprimante sache le nombre de copies. Votre voiture, dans la plupart des cas, connaît votre kilométrage, ce qui est quand même assez intéressant, et ça permet de prévenir pour une maintenance ou des choses comme ça. Donc, l'information en elle-même n'est pas gênante. Sauf que, pourquoi aller planquer ce truc de telle sorte qu'il est... Alors, c'est connecté, hein, mais, visiblement, ça peut être changé, mais pourquoi avoir été le planquer de telle manière que ça ne soit pas interchangeable? En fait, c'est tout simple. C'est que cette imprimante, elle sait, au bout d'un certain temps, elle a une durée de vie, de nombre de copies, et elle décide que elle ne veut plus fonctionner. Alors comment on va faire? Elle ne va pas dire je ne veux plus fonctionner. Elle va dire il y a un bourrage papier. Parce que dans mon démontage, j'ai bien testé chaque capteur l'un après l'autre, il n'y avait aucun problème. Aucun capteur destiné à détecter un bourrage papier n'était en défaut. Donc c'est bien par logiciel que l'imprimante a décidé qu'il y avait un bourrage papier. Ça, c'est encore malhonnête. Comment le prouver? Bien évidemment, on peut regarder, on peut voir ça par exemple. Ça, c'est quand même un signe un peu étonnant. Rentrer dans le programme, là c'est pareil. Est-ce que, en tant qu'individu, le jeu en vaut la chandelle? Bon, le monde est plein de hackers qui ont d'abord des compétences et les capacités de faire beaucoup de choses. Je dirais que ce que je vous dis, je l'ai trouvé quelque part. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais il se trouve que c'est un fait avéré. L'imprimante décide de s'arrêter et elle justifie son arrêt par un bourrage papier. Du coup, ça m'a rappelé des cas que j'ai rencontrés avec HP, et à plusieurs reprises, donc pas simplement une fois par-ci, une fois par-là, un indicateur de bourrage papier alors qu'il n'y avait strictement rien. Voilà encore un exemple de pratique destinée délibérément, de manière délibérée, à mettre un terme à la vie d'un appareil. Alors, l'obsolescence programmée, on la trouve aussi dans plein d'autres domaines. Il y a eu le procès contre Apple qui mettait en cause le ralentissement des iPhone 6 au bout d'un certain temps. Ouais. Je suis moins catégorique là-dessus, puisqu'en fait, c'était parce qu'il passait en mode dégradé, en fait,
de façon à pouvoir gérer une batterie en fin de vie. J'ai eu la même chose sur un MacBook. Un ami qui m'amène un MacBook Air, qui me dit, écoute, voilà, il est super lent, je comprends pas. Bon, pour faire une longue histoire courte, le système, et donc ça c'est pas l'iOS, c'est le Mac OS X, crée des jobs fictifs, mais peu consommateurs d'énergie, de façon à ne pas trop consommer d'énergie. J'ai changé la batterie, le Mac est reparti à sa vitesse d'origine. Donc pour moi c'est moins clair et c'est moins explicite que dans le domaine des imprimantes. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pourrais passer des heures et des heures avec toutes sortes d'exemples dans le bazar que je ramène et que je trouve qu'on me donne. Je prendrai un exemple peut-être s'il pleut encore la semaine prochaine qui me tient à cœur puisque je les ai réparés. J'ai réparé un truc qui n'est pas forcément réparable, qui sont les brosses à dents Sonicare Philips. Là j'hésite entre un défaut de conception et de l'obsolescence programmée. Mais s'il fait pas beau, s'il n'y a rien lors de la pêche, je vous expliquerai de quoi il s'agit.